La rétrospective Goscinny et le cinéma, organisée en ce moment même par la Cinémathèque française, nous a donné envie de faire un petit point sur les relations fructueuses qu'a depuis toujours entretenues le cinéma avec la bande dessinée. Alors commençons par l'évidence, on ne compte plus les films adaptés de bande dessinée. Celles-ci peuvent être des mangas japonais, comme Ghost in the Shell de Masamune Shirow, adaptés pour le grand écran notamment par Mamoru Oshii. Ces bandes dessinées peuvent être également européennes, notamment italiennes, avec les Fumetti, et là exemple entre mille Diabolique des sœurs Giussani, adapté par Mario Bava. Enfin évidemment, qui dit bande dessinée dit comics américains et super-héros, comme ici le Batman de Tim Burton. Mais la BD américaine est aussi faite de romans graphiques mémorables, par exemple le Ghost World de Daniel Clowes, adapté par Terry Zwigoff, un film qui contient d'ailleurs dans cette scène des dessins inédits de Daniel Clowes, réalisés spécialement pour l'occasion. Alors, ces adaptations cinématographiques sont parfois très fidèles et vont même jusqu'à la copie conforme. Ici par exemple cette séquence en 3 temps, dans le Sin City de Frank Miller, que l'on retrouve à l'identique dans l'adaptation cinématographique de Robert Rodriguez. It won't be quick and quiet like it was with you. It'll be loud and nasty. À part ça, être fidèle à la bande dessinée d'origine, cela peut aussi se jouer sur une utilisation très marquée des couleurs, comme dans le Dick Tracy de Warren Beatty, une adaptation qui joue aussi sur des maquillages très over the top pour respecter les traits très francs de la BD d'origine. Sinon, autre façon de rendre hommage à la BD, comme le propose ici Ang Lee dans son adaptation du comics Hulk, multiplier les split screens pour reproduire les cases BD. À part ça, de nombreux films comme le Creepshow de George Romero ont incrusté commentaires et titrages afin d'introduire le film proprement dit. Un exemple qui nous fait penser au dessin de Flock dans le diptyque Smoking No Smoking d'Alain Resnais, qui ouvre le film. Une incrustation de dessin que Resnais a d'ailleurs repris dans son ultime film Aimer, boire et chanter, avec la complicité du dessinateur Blutch. À part ça, certains dessinateurs comme Enki Bilal ont conçu des décors de films, ici dans La vie est un roman d'Alain Resnais toujours lui, tandis que certains autres ont été consultants, comme Jean-Claude Mézières et Moebius, sur le 5e élément de Luc Besson. Mais à part ça, eh bien de nombreux dessinateurs ont à leur tour réalisé des films. Enki Bilal par exemple, dans son long-métrage Immortel, a développé une esthétique très proche de ses BD. Mais d'autres, comme ici Johannes Farr dans Gainsbourg, s'en sont plutôt éloignés, enfin quoique pas tout à fait. Qu'est-ce que tu racontes, Elisabeth? Sinon, certains ont fait des acteurs, le temps d'un caméo. Stan Lee, le créateur de Spider-Man, qui apparaît dans de nombreux films, et plus précisément ici en mélomane imperturbable dans The Amazing Spider-Man. N'oublions pas Hugo Pratt, le père de Corto Maltese, que l'on peut voir dans Le mauvais sang de Léos Carax. Ou encore dans un registre différent, Marcel Gottlieb, le père de Guéluron, au comptoir dans Les clés de bagnole de Laurent Baffy. Mon running gag? Non, Marcel. Mais encore, eh bien de nombreux films évoquent le monde de la bande dessinée, sous le mode documentaire tout d'abord, comme le Crumb de Terry Zwigoff, qui suit le dessinateur américain au travail, mais aussi sous le mode fictionnel, dans American Splendor, où Paul Giamatti incarne le scénariste de BD Harvey Pekar, un film où s'incrustent d'ailleurs à l'image quelques phylactères, un peu comme dans le I Want to Go Home d'Alain Resnais décidément, où l'on suit là aussi les pérégrinations d'un scénariste de BD américain en voyage à Paris. Enfin, d'autres personnages au cinéma sont créateurs de BD, Jean-Pierre Cassel dans Jeu de massacre d'Alain Jessua, blond, une lueur magnétique dans le regard, mais aussi Guillaume Canet dans Narco, ou encore Brigitte Fossey dans La Boum, sans oublier Mathieu Kassovitz dans La vie d'une autre. C'est joli. Il n'y a pas les couleurs là. Une profession pas toujours très bien vue, et parfois même méprisée, comme le sait bien Samy Frey, dessinateur dans César et Rosalie, et bientôt raillé au restaurant par un Yves Montand, plutôt jaloux. J'aime cet endroit. Je peux t'acheter si tu veux avec tout. Le bar, la pharmacie, le petit fleuriste, toute la rue si ça te plaît. Je fais pas des petits dessins dans les coins, moi. Je gagne de l'argent. De l'argent. Mais encore, eh bien on ne compte plus au cinéma les scènes montrant des enfants dévorant des BD, que ce soit en ouverture du Superman années 70,
ou dans Mon oncle d'Amérique de René encore et toujours, Orphelin. avec une prédilection pour la lecture en voiture, par exemple dans Empire du Soleil, dans Midnight Special, ou dans Paris, Texas, une passion pour la BD qui parfois se poursuit à l'âge adulte, puisque Jean-Paul Belmondo et les pieds nickelés à l'endroit dans Pierrot le Fou, et Richard Gere et le surfeur d'argent à l'envers dans À bout de souffle Made in USA, sans oublier Marcello Mastroianni, curieusement peu sensible aux sollicitations d'Ursula Andress dans La 10e victime. Mi chiamo Caroline Merritt. E allora? Des bandes dessinées qui jouent parfois un rôle narratif important, par exemple dans La Sirène du Mississippi, Jean-Paul Belmondo qui commence à se douter de quelque chose en découvrant une BD de Blanche-Neige, ou encore, exemple célèbre, E.T., éclairé par une bande dessinée de Buck Rogers dans E.T. Enfin, terminons ce tour d'horizon par un cas un peu à part, Tintin d'Hergé, qui entretient depuis longtemps des rapports étroits avec le 7e art. Dustin Hoffman et son fils le lisent dans Kramer contre Kramer, mais aussi Patrick Devers dans Beau-Père, ou encore Mark Wahlberg dans Ted, sans oublier David Cross et Kate Winslet dans The Reader. Et puis il y a tous les films qui empruntent à l'univers d'Hergé, à commencer par L'Homme de Rio de Philippe de Broca, avec un zeste de l'oreille cassée dans ce vol au musée de l'Homme, un zeste du sceptre d'autocar dans cette poursuite à moto, sans oublier un peu de Tintin en Amérique dans cette cascade acrobatique, ou un peu de Tintin au Congo dans cette attaque d'alligator. Enfin, on s'en voudrait de ne pas évoquer deux cinéastes férus de Tintin, Roman Polanski tout d'abord, qui a multiplié les allusions aux personnages d'Hergé, un peu des frères Dupont dans La 9e porte, un peu du capitaine Haddock en la personne de Walter Matthau dans Pirate, ou un peu de Tintin lui-même en la personne d'Ewan McGregor dans The Ghostwriter. Enfin, il y a, on le sait, Steven Spielberg, qui a parfois cité Tintin, notamment dans le 3e Indiana Jones, l'arrivée à Petra qui renvoie à Coq en stock, avant l'adaptation officielle, longtemps attendue, Le secret de la licorne, avec en ouverture un caméo, si l'on peut dire, d'Hergé lui-même en dessinateur. Et tout ceci nous a, plus que jamais, donné les envies de classement. C'est donc parti, à fond les ballons, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui de nos meilleures scènes liées de près ou de loin à la bande dessinée au cinéma. There. I believe I have captured something of your likeness. Not bad. Notre numéro 5, commençons par un film que l'on ne cesse de redécouvrir, Incassable de Night Shyamalan, avec pour Samuel L. Jackson, enfant, un comics révélé en un soyeux mouvement de caméra. Et puis quelques instants plus tard, la très haute opinion que Samuel L. Jackson a gardée des comics à l'âge adulte. Wrap it up. You've made a considerably wise decision. Oh, my kid's gonna go berserk. Once again, please. My son Jeb, it's a gift for him. How old is Jeb? He's 4. No. No, 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 no. You need to go. Now. What'd I say? Do you see any Teletubbies in here? Do you see a slender plastic tag clipped to my shirt with my name printed on it? Did you see a little Asian child with a blank expression sitting outside in a mechanical helicopter that shakes when you put quarters in it? No? Well, that's what you see at a toy store. And you must think you're in a toy store because you're here shopping for an infant named Jeb. Now, one of us has made a gross error and wasted the other person's valuable time. This is an art gallery, my friend. And this is a piece of art. Notre numéro 4, il y a eu dans La Rose pourpre du Caire de Woody Allen un personnage de cinéma traversant l'écran pour rejoindre la réalité. Et bien au même moment, il y a aussi eu, dans le clip Take On Me du groupe A, exactement l'inverse, une lectrice plongeant dans une bande dessinée pour y rejoindre le chanteur Morten Arquette, un souvenir d'adolescence à jamais gravé dans notre mémoire. Take on me.
Notre numéro 3, revenons un peu à Tintin avec Quai d'Orsay, l'adaptation par Bertrand Tavernier de la bande dessinée de Christophe Blain et Abel Lansac, avec une amusante explication de texte par Thierry Lhermitte en ministre des Affaires étrangères, trait Dominique de Villepin. Vous avez lu Tintin? Vous l'avez lu, Tintin? Vous vous en souvenez? Et pourquoi vous vous en souvenez, à votre avis? Tintin, ce sont des enjeux énormes. La Lune, l'Amérique, l'or noir. Mais Tintin, c'est le rythme. Le rythme. Tac, 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 une case vous en amène à une autre. Quand vous arrivez à droite de la feuille, on vous emmène à la ligne d'en dessous, jusqu'au bas de la page. Le barbu, là, Haddock. Voilà, il se prend les pieds dans les tuyaux. Il se cogne la tête, saute dans la Jeep et ça vous propulse à la page suivante. Vous pouvez pas faire autrement. Et là, plaf, sur toute la page, vous voyez une fusée. Gigantesque, rouge et blanche, de 100 mètres de haut. Eh ben nous, on fait pareil. Tac, 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 discours, les gens écoutent. Tac, 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 prise de position. Les gens s'envolent, prennent de la hauteur et ch'tac, les gens se retrouvent face au monde. Notre numéro 2, le cinéaste Bruno Podalides, est donc à nouveau Tintin. Car Bruno Podalides est un grand passionné d'Hergé et le cite sans cesse. Une dédicace à la fin de Versailles Rive Gauche, une planche du Lotus Bleu au mur présentée aux amis. Ça, c'est dans le Lotus Bleu. Ah oui, le Lotus Bleu, c'est celui où il fait très très chaud, puis c'est non. Là, tu confonds avec l'Étoile mystérieuse. Sans oublier un autoportrait très Capitaine Haddock au mur dans Le parfum de la Dame en noir. Et cette porte mène au... Attention. Enfin, il y a la fusée dont on a marché sur la Lune, présente dans tous les films de Podalides, par exemple près du répondeur dans Dieu seul me voit, ou dans un placard à droite dans Comme un avion. Mais notre citation préférée se trouve dans Dieu seul me voit et commence, pour bien comprendre, par des planches du sceptre de Tocard, un restaurant Sildave, des nappes vertes et un serveur patibulaire mais presque. Et bien dans Dieu seul me voit, donc, Denis Podalides et Jeanne Balibar, de nuit, à la recherche d'un restaurant pour aller dîner. Donc on va là. Ah, donc on rentre dans celui-là. Ouais. Bonjour. Bonjour. Si monsieur et madame veulent prendre place. Oui. Bah, tu as celle-ci, là, qui est près du mur. Ou alors... Oh, bah, tiens, là, dans la niche, là, on risque d'être un petit peu isolé, hein. Ou sinon celle-ci qui est près de la porte d'entrée. Celle-là, elle est bien. Ah, elle est bien, oui. Non. Enfin, notre numéro 1 est l'évidence de l'évidence, Alain Resnais, que nous avons beaucoup cité, mais comment pouvait-il en être autrement sur un tel sujet? Et il se trouve que, last but not least, la plus belle déclaration à la beauté et à la grandeur de la bande dessinée vient pour nous de cette scène, issue de Toute la mémoire du monde, son court-métrage sur la Bibliothèque nationale. Dépareiller, une collection perd sa valeur. C'est pourquoi on s'interdit ici la moindre faute d'inattention. Si un numéro manque, il sera réclamé. Même si certains de ces imprimés ne devaient être consultés qu'une seule fois, il faut les conserver, c'est la règle du jeu. Parmi ces collections fut découvert le premier écrit de Rimbaud, publié par un obscur journal des Ardennes. Qui sait si ces feuilles ne recèlent pas quelque autre texte révélateur? Qui sait ce qui, demain, témoignera le plus sûrement de notre civilisation?